Les figures animées que nous observons au microscope sur un cristal soumis à un champ magnétique variable représentent en surface les modifications de sa structure magnétique et sont mises en évidence par de très fines particules magnétiques. Ces figures peuvent être simples ou complexes car elles dépendent de la forme, de la structure cristalline et de l'histoire magnétique du matériau. Les motifs sont parfois très fins et ne peuvent alors être observés qu'à très fort grossissement. Pour ces figures, la largeur du champ d'observation n'est que de 50 microns. Un cristal ou un agrégat polycristallin ferromagnétique aimanté à saturation peut être considéré comme formé par la juxtaposition de petits aimants élémentaires parallèles et de même sens, dus principalement au moment de spin. Les porteurs de moments peuvent être des atomes, comme pour les métaux ferromagnétiques, ou des ions, comme dans le cas des oxydes magnétiques. Quand on désaimente le cristal, son aimantation globale devient nulle. En réalité, il est formé de petits éléments de volume aimantés à saturation par suite des interactions entre spins voisins qui tendent à s'aligner parallèlement. Ces éléments de volume sont appelés domaines magnétiques ou domaines de Weiss, du nom de celui qui en fit le premier l'hypothèse. Les directions d'aimantation étant différentes d'un domaine à l'autre, leurs aimantations se compensent de telle sorte que le cristal est macroscopiquement désaimanté. L'aimantation spontanée est liée à certains axes cristallins, les arêtes du cube dans le cas du fer. Les directions d'aimantation entre domaines adjacents font alors un angle de 180 degrés ou de 90 degrés. Les diagonales d'espace, dans le cas du nickel. D'un domaine à l'autre, l'aimantation tourne de 180 degrés, 70 degrés 32 ou de 109 degrés 28. Enfin, l'axe sénaire, dans le cas du cobalt. Les directions d'aimantation entre domaines voisins font alors un angle de 180 degrés. Les domaines adjacents, qui, sur ce schéma, sont aimantés antiparallèlement, sont séparés par une zone de transition appelée paroi de bloc. Autour d'un axe normal à la paroi, l'aimantation tourne progressivement dans le plan de cette paroi, de la direction d'un domaine à celle du domaine adjacent antiparallèle. C'est une paroi à 180 degrés. Si on applique un champ magnétique parallèle à la direction d'aimantation de l'un des domaines, les spins de la paroi sont soumis à un couple. Leur rotation entraîne une translation de la paroi, augmentant ainsi le volume d'un domaine au détriment de son voisin. Un champ inverse provoque le déplacement de la paroi dans l'autre sens. Voici une paroi réelle observée au microscope à fort grossissement. Les directions d'aimantation et du champ appliqué sont les mêmes que sur le schéma. En général, un cristal magnétique est divisé en domaines par plusieurs parois. La variation du volume relatif des domaines modifie l'aimantation résultante du matériau. Si on applique un champ suffisamment intense, les deux parois qui limitent un domaine antiparallèle au champ se rejoignent et disparaissent. Le matériau est aimanté à saturation. Quand le champ appliqué diminue ou s'inverse, des germes de domaines peuvent se former et s'agrandir.
Voici deux parois réelles qui se rapprochent et disparaissent. La formation du germe n'est pas visible, car le phénomène est trop rapide. Nous venons de voir que lorsqu'un domaine antiparallèle au champ appliqué est limité par deux parois, dont les spins tournent en sens inverse dans l'une par rapport à l'autre, si le champ appliqué est suffisamment intense, les deux parois se rejoignent et disparaissent. Par contre, quand les spins tournent dans le même sens dans les deux parois, elles se rapprochent mais ne peuvent pas disparaître, le champ appliqué étant insuffisant pour vaincre l'énergie d'échange entre spins voisins qui tentent à les aligner parallèlement. Il reste une paroi à 360 degrés, séparant deux domaines parallèles et de même sens. La formation du domaine antiparallèle ne nécessite plus la création d'un germe. Ces parois complexes, dans lesquelles la rotation des spins peut faire plusieurs fois 180 degrés, sont appelées K-pi. Elles n'ont été observées jusqu'à maintenant que dans les matériaux ferrimagnétiques. Voici une paroi multiple, fixe et large. Au-dessous, une paroi très fine s'en rapproche et fusionne avec elle, sans provoquer sa disparition. Puis elle s'en sépare lorsque le champ appliqué décroît. Voici de nouveau des parois de sens inverse avec disparition du domaine antiparallèle. Et maintenant, des parois de même sens avec formation d'une paroi 2π. La fine paroi simple se rapproche de la paroi multiple et fusionne avec elle, puis se sépare progressivement sans qu'il y ait création d'un germe d'aimantation inverse. Les parois séparant les domaines magnétiques sont observées à l'aide d'un microscope métallographique. Ce microscope a été modifié et complété par un ensemble de bobines pour permettre d'appliquer un champ magnétique sur l'échantillon en cours d'observation. L'objectif plonge entre deux groupes de bobines d'Helmholtz orthogonales. Au centre de ces bobines, le champ peut prendre toutes les directions de l'espace, les bobines étant orientables. Pour les champs supérieurs à 3000 Ørsted, on adjoint des pièces polaires qui permettent d'atteindre un champ de 15 000 Ørsted. Deux groupes générateurs de 15 kW chacun alimentent séparément les deux groupes de bobines en courant alternatif de très longue période. Cette période est variable. Le courant dans les deux groupes de bobines peut être en phase ou en opposition de phase. Les domaines magnétiques sont mis en évidence sur une phase de l'échantillon, d'abord polymécaniquement, puis en général polyélectrolytiquement pour éliminer l'écrouissage superficiel provoqué par le polissage mécanique. On dépose quelques gouttes d'une suspension de magnétite colloïdale dont les particules sont très fines, de l'ordre de 1000 angstroms. Elles sont attirées par la paroi qui présente le plus souvent une composante magnétite normale au plan d'examen.
Une lamelle couvre-objet réduit l'épaisseur de la couche de magnétite colloïdale. Pour les forts grossissements, on dépose une goutte d'huile à immersion sur la lamelle couvre-objet. L'ensemble est introduit au centre des bobines et rendu solidaire d'une platine spéciale de microscope. On rapproche l'échantillon de l'objectif. Et on achève la mise au point sur la préparation. L'observation de ces figures est toujours assez délicate, car à travers une épaisseur de 1 mm, la suspension de magnétite colloïdale est pratiquement opaque. D'autre part, les très fines particules de magnétite provoquent une diffusion importante de la lumière. Il y a peu d'espace autour de l'objectif et la dernière pièce polaire ne peut être mise en place qu'après l'introduction de la préparation. La puissance dissipée dans un volume réduit de bobines nécessite une importante circulation d'eau. Le champ étant appliqué, il ne reste plus qu'à rechercher la zone de l'échantillon présentant les domaines magnétiques qui nous intéressent. La microcinématographie des domaines magnétiques commence. Voici un premier groupe d'exemples de structures magnétiques constituées par 3 monocristaux métalliques présentant des directions d'aimantation différentes, le cobalt, le fer et le nickel. Le cobalt cristallise dans le système hexagonal. Nous n'avons que 2 directions d'aimantation parallèles à l'axe sénaire. Sur un plan parallèle à l'axe sénaire, on ne met en évidence que des parois à 180 degrés. Les parois verticales ne se déplacent pas parallèlement à elles-mêmes, leur déplacement étant gêné par quelques inclusions de cobalt cubique amagnétique. La largeur du champ d'observation est de 250 microns. Sur un plan normal à l'axe sénaire, on observe ces mêmes domaines vus en bout. La magnétite colloïdale est attirée par certains domaines suivant la polarité du champ alternatif de très longue période, 8 secondes, appliquée normalement au plan d'observation. La forme sinueuse des parois contribue à la réduction de l'énergie de champ démagnétisant. Les directions d'aimantation du fer sont parallèles aux arêtes du cube. Nous avons des parois à 90 degrés et à 180 degrés. Sur ce plan 1,00, les parois à 90 degrés sont horizontales et verticales, et les parois à 180 degrés sont obliques. Elles se déplacent sous l'effet d'un champ de 400 Ørsted, parallèle au plan d'examen. Les traînées observées à l'intérieur des domaines sont perpendiculaires à la direction d'aimantation dans chaque domaine. Le fer possédant des directions d'aimantation orthogonales, il se forme aux extrémités du cristal des domaines qui ferment le flux magnétique à l'intérieur du matériau et réduisent l'énergie de champ démagnétisant.
Les domaines de fermeture se déforment lorsque le champ appliqué provoque le déplacement des parois principales. Quand la direction d'aimantation est inclinée sur le plan d'observation, il y a formation de domaines de fermeture particuliers sur la paroi à 180 degrés. En surface, on distingue la paroi à 180 degrés séparant deux domaines antiparallèles et les domaines de fermeture formant les branches. Ces domaines sont mis en évidence sur un monocristal de fer dont la surface est inclinée d'environ 3 degrés par rapport à la direction d'aimantation des domaines principaux. Pour le nickel, les directions d'aimantation sont parallèles aux diagonales d'espace. Sur un plan 1-1-0, on met en évidence des parois à 180 degrés, 109 degrés 28 et 70 degrés 32. Les directions d'aimantation n'étant pas exactement parallèles au plan d'examen, il se forme pour certaines directions du champ appliqué des pics qui réduisent l'énergie totale du système. Dans ce deuxième groupe d'exemples, nous allons voir la structure en domaine des ferrites hexagonaux suivant le plan cristallin observé et l'influence des pores sur le déplacement des parois. La magnétoplombite possède une structure magnétique analogue à celle du cobalt. Les parois se déplacent très régulièrement et parallèlement à elles-mêmes, le cristal étant pratiquement exempt d'inclusion ou de pores. Au voisinage de l'extrémité du cristal, on observe des parois séparant des domaines antiparallèles et des domaines d'aimantation inverse qui réduisent l'énergie de champ démagnétisant. Ce sont des cônes dont le sommet est dirigé vers l'intérieur du cristal. La dimension de ces cônes varie avec la distance entre les parois du domaine principal. Observé sur un plan normal à l'axe actionnaire, la base de ces cônes forme des figures étoilées entre les parois sinueuses des domaines principaux. Si on applique un champ alternatif normal au plan d'examen, d'intensité maximum de plus en plus élevée, jusqu'à 2600 Ørsted, on observe d'abord des déplacements importants de l'ensemble des domaines, puis l'approche de la saturation a lieu par disparition des parois principales. Il ne reste plus que des cônes d'aimantation inverse. Enfin, pour un champ suffisamment intense, ces cercles disparaissent, le matériau est aimanté à saturation. Sur ce monocristal de magnétobarite, les parois horizontales accrochent aux pores, qui apparaissent en noir au microscope. L'accrochage est dû à la diminution de l'énergie de paroi et à la réduction de l'énergie de champ démagnétisant des pores. Une observation à fort grossissement montre les détails de l'accrochage des parois sur les pores. La largeur du champ d'observation est de 50 microns. Un agrégat polycristallin de magnétobarite donne une vue générale des interactions magnétiques entre grains et des différents types de domaines mis en évidence dans un cristal uniaxe selon le plan observé.
Enfin, nous allons montrer l'influence de l'orientation et de la dimension des cristaux sur l'aimantation des tôles de transformateurs et des ferrites polycristallins. Dans une tôle de transformateur à grains non orientés, les directions d'aimantation sont réparties au hasard. Les figures sont complexes et mal définies. La perméabilité est faible. Par contre, dans les tôles à grains orientés, les directions d'aimantation sont parallèles et les parois traversent les joints des grains sans changer de direction. La perméabilité est élevée. Un ferrite de nickel obtenu par fruitage possède des pores localisés soit dans les cristaux, soit au joint. Si l'agrégat polycristallin a de gros cristaux, l'aimantation dans les champs faibles a lieu par déplacement de parois. La perméabilité est élevée. Lorsque le diamètre des cristaux diminue, les énergies de surface deviennent prépondérantes devant les énergies de volume. Et au-dessous d'un certain diamètre critique, l'aimantation a eu lieu uniquement par rotation des spins. La perméabilité est faible. On observe des déplacements de magnétite dus aux variations de champ et peu de déplacements de parois. Les très gros cristaux d'un agrégat obtenu par fruitage contiennent fréquemment des pores. Les parois accrochent aux pores, la perméabilité s'en trouve diminuée. On observe, comme pour les cristaux isolés, l'apparition de domaines de fermeture et de pics aux joints des cristaux fortement désorientés. La dynamique des domaines magnétiques visualise la courbe d'aimantation des cristaux et son étude contribue à une meilleure connaissance de matériaux de plus en plus utiles dans notre monde moderne.